Me voici largué, comment distinguer une juste hypothèse d'une autre fadaise? Cela réclame la fine lame du rasoir d'Occam. Ouais, ça continue de monter, on a 30. Ça monte. Et bonsoir, bienvenue dans ce jour numéro 4 des universités populaires. Pour cette thématique, pour cette table ronde, la zététique est-elle pro-système? Ah, j'ai perdu les cams de tout le monde, évidemment, mais je vais les retrouver incessamment sous peu. Alors moi de mon côté, je n'ai pas la bonne webcam que j'utilise habituellement, vous m'excuserez, mais je pense que le son sera plus important que l'image, et donc on devra s'en contenter, évidemment. Comme d'habitude, on essaiera de prévoir un moment pour échanger directement avec vous en fin d'émission, pour faire remonter vos questions, et si vous souhaitez, on pourra vous faire remonter du standard si vous souhaitez vous adresser directement à nos intervenants. On t'entend l'ours, nous dit Calivision. Ben écoute, ce n'est pas grave, moi je ne l'ai pas entendu. En tout cas, donc on va pouvoir commencer. Alors, pour introduire le sujet de ce soir, on va commencer évidemment par définir certains termes. Henri Brock définit la zététique comme l'art du doute, comme chacun le sait, doute fondé sur la méthode scientifique, et ses adeptes se qualifient de sceptiques. Pourtant, la zététique donne souvent l'impression de valider un consensus scientifique et des décisions politiques. Faut-il douter du doute comme le préconisait Anatole France? La zététique a-t-elle tendance à être favorable au système? Est-elle la gardienne d'un ordre établi? Ou les gourous profitent-ils, à l'inverse, de cette aversion du système pour distiller leur venin idéologique? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vlad Tapas, musicien, sceptique et co-créateur avec Acer Mendax de la chaîne La Tronche en Biais sur YouTube, ainsi qu'Alexander Samuel, professeur de mathématiques, docteur en biologie moléculaire, gilet jaune et également musicien. Bonsoir messieurs, et merci de me faire l'amitié de participer à cette émission ce soir. Alors évidemment, donc, on ne peut pas parler de zététique comme je vous le disais sans définir les termes. Et la première question que je voulais développer avec vous, c'est sur cette notion de système. Qu'est-ce que le système? Est-ce un gouvernement, l'establishment, une minorité de personnes puissantes connues ou non du grand public, le capitalisme, des groupes de presse, des instances supranationales, le consensus scientifique, ou un peu tout ça à la fois? Qui veut commencer?
Bon, je pense qu'on peut dire un petit peu tout ça à la fois. Je pense que la plupart des gens, quand ils entendent parler du système, parce que voilà, la vraie question, c'est aussi de poser, d'une part, qu'est-ce que c'est le système et qu'est-ce que les gens entendent quand ils entendent système. Je pense que très très souvent, ce que les gens entendent quand ils entendent système, ce sont les instances dirigeantes surtout. Donc les décisions politiques, quelque chose qui est très très agentifié, quelque chose pour lequel on peut identifier des personnes qui prennent des décisions. Le système, je pense que de manière un petit peu plus globale, c'est tout ce qui va former la société. C'est tout ce qui va faire que on vit dans une société. Il paraît. Donc, ça va être certes les décisionnaires, mais ça va être également tous les rouages capitalistes, tous les biais que nous avons et qui font qu'on va tenter d'avoir une place dans la société, des choses qui sont un petit peu moins conscientes. Donc, pour le reste de la question, Alex, qu'est-ce que tu as à dire? Ouais, moi je pense qu'il y a une définition multiple selon les personnes. Quand on regarde chez les personnes d'extrême droite, parfois ça peut être carrément le complot juif mondial, entre guillemets. Hein. Ils vont appeler système les juifs, ça arrive. Certains, ça c'est pour donner un exemple extrême hein, de gens qui définissent le système ainsi. Pour des personnes beaucoup plus modérées, le système ça va être juste, même pas identifié comme des personnes, mais ça peut être juste l'agencement, la manière dont est organisée et structurée la société. Donc ce qui va décrire des rouages et des choses, des mécaniques. Par exemple, le lobbying est quelque chose qui existe, et donc le système va représenter le lobbying, les mécanismes qui sont à l'œuvre, sans nécessairement s'intéresser aux acteurs. Effectivement, selon qui on est, le mot système a différentes définitions. Et je pense que c'est vachement intéressant, on aura l'occasion de le développer. De manière générale, j'ai remarqué parfois on a l'impression de s'entendre. Moi, je vais souvent dans les manifs, hein, quand je parle à des gens dans les manifs, on a l'impression de s'entendre et d'être d'accord. Et puis je me suis parfois arrêté, j'ai dit mais pour toi c'est quoi le système? Et puis je me suis rendu compte que les définitions variaient énormément d'une personne à une autre. Oui, c'est une définition qui est un petit peu floue. Pour les personnes, des personnes de gauche un peu axées sur l'économie, le système, ce serait la bourgeoisie. Mais déjà, justement, en fait, quand on qualifie quelqu'un de pro ou d'anti-système, il faut savoir que la définition de système elle-même n'est pas forcément très très arrêtée. Et alors, justement, puisque la zététique utilise cette méthode, la méthode scientifique est-elle elle-même un système? Ah, alors, peut-être d'une certaine manière un microsystème. Alors, quelqu'un dans le chat fait une remarque très pertinente, je trouve, en disant que systémique ne veut pas dire forcément étatique. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas forcément quelque chose de décisionnaire et que ça pouvait être un petit peu tout ce qui forme les rouages de la société. Rouages de la société, Alex lui a dit, je trouve ça très juste. Est-ce que la zététique, est-ce que la science sont des systèmes? Oui et non, encore une fois, ça dépend de la définition qu'on donne de système. Dans quelle définition on se place quand tu poses cette question-là? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, en fait, j'y reviendrai avec une autre question, mais c'est un système dans le sens avec des règles qui ont été arrêtées une fois pour toutes pour démontrer quelque chose, et que certains jugent parfois, à tort, à raison, comme dogmatiques. Ah. Alors, là pour répondre à ça, il faut revenir aux fondations de qu'est-ce que c'est que la science et comment ça fonctionne la science. Les règles qui définissent la science ont l'air arbitraires, elles peuvent avoir l'air arbitraires parce qu'effectivement, la production des connaissances de manière générale va se pratiquer de manière de plein de manières différentes, et dépendant de la discipline scientifique dans laquelle on est, il n'y a pas une manière de faire de la science, il n'y a pas une manière de produire de la science, il n'y a pas une manière d'essayer de se rapprocher de cet horizon inaccessible et extrêmement sexy qu'est la vérité, mais qu'on ne touchera jamais. Il y a énormément de manières de faire. Mais si on pratique la science de la manière dont on la pratique, c'est pas pour des raisons arbitraires. C'est pas parce que y a des gens qui avaient le pouvoir qui ont décidé qu'on faisait comme ça, c'est surtout parce que ça marche. Avec la science, on envoie des gens dans l'espace. Avec la science, on vient à bout d'épidémies. Non, hein, on fait ce qu'on peut. Avec la science, on a des téléphones portables. Avec la science, on est actuellement dans des endroits complètement différents en France, et pourtant on est en train de parler les uns avec les autres. La science produit des résultats. Et c'est pour ça qu'on la pratique de cette manière-là. Si on finissait, et dire ce serait merveilleux, si on finissait par trouver des moyens de production de la science différents de ceux qu'on utilise actuellement, mais qui seraient encore plus efficaces, mais je pense que tous les scientifiques du monde seraient ravis, en tout cas ceux qui font preuve de bonne foi, seraient ravis d'embrasser ces nouveaux moyens-là. Donc plutôt un outil qu'un système, en fin de compte. On peut peut-être dire ça, effectivement. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux quand même, c'est-à-dire c'est à la fois, alors la science en général c'est un outil, c'est quelque chose de formidable, et je pense qu'il y a une réalité en quelque sorte qui existe, qu'il faut essayer de saisir et essayer de comprendre la vérité, comme tu disais.
Et par contre, la manière dont c'est structuré, la science, la manière dont on l'a fait, là, est devenu un système. Et ce système-là, il implique actuellement dans le monde d'aujourd'hui des journaux scientifiques avec des éditeurs, qui sont des acteurs qui ont certains intérêts, qui ont un intérêt à la fois de visibilité, de rapporter de l'argent, etc., parce qu'ils ont des contrats avec les États, les CNRS par exemple payent très chèrement un accès à toutes les publications scientifiques. C'est l'occasion pour moi de défendre l'idée de l'open science. Je trouve ça extrêmement important. Il y a une super publication qui a été faite par Lonnie Besançon à ce sujet, qui défend l'idée que la science devrait être gratuitement accessible à tous et non pas dépendre d'éditeurs, etc. Par contre, nous actuellement, on est dans un système scientifique entre guillemets, si je peux le décrire ainsi, qui implique des éditeurs de journaux scientifiques, une manière de relire les articles scientifiques, une manière de faire, un système que certains ont su exploiter très intelligemment et qui d'ailleurs se décline de façon diverse selon les pays. C'est-à-dire qu'en France, la recherche dépend beaucoup d'argent, beaucoup plus public ou de subventions ou d'aides de l'État, alors que dans d'autres pays, c'est des contrats privés publics, ou des contrats privés universités qui se font. Donc en France, c'est le nombre de publications qui permet d'avoir de l'argent et des finances pour sa recherche. Et donc il y a des personnes qui arrivent à utiliser un système, alors ça s'appelle le système de points SIGAPS pour ceux qui veulent chercher, mais on peut très bien optimiser ces publications scientifiques en termes de quantité et non pas en termes de qualité, et donc ne pas chercher à se rapprocher de la vérité, mais se rapprocher de la quantité en quelque sorte, pour engraisser son labo, pour pouvoir continuer à faire tourner son labo en quelque sorte. Tu fais référence à ce qu'on appelle publish or perish? Alors, il y a à la fois le publish or perish, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de publier pour exister, mais il y en a qui carrément vont dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'ils publient tellement qu'ils ont des recettes d'argent, ils se créent des startups à côté pour transférer l'argent de leur institut à leur startup. Enfin, il y a des intérêts individuels qui pervertissent cette manière de cette organisation, clairement. Donc on ne peut pas dresser un tableau juste idéal et idyllique. Il y a un idéal qu'on pourrait chercher à atteindre, il y a des tas d'inconvénients aussi. Par contre, est-ce qu'il y a un meilleur système pour l'instant en termes d'efficacité, en termes de rendement, ce que disait Vlad aussi tout à l'heure? Pour l'instant, on arrive quand même, malgré tous ces défauts, les résultats sont là. C'est-à-dire qu'on obtient des téléphones portables, des machins, des trucs. Alors, est-ce qu'on en a toujours besoin? Ça aussi, c'est critiquable. On peut dire, moi, j'aimerais bien que la recherche aille plus lentement, qu'on aille moins vite, et que du coup, on ait un système de recherche qui soit plus sain en quelque sorte. Je pense que ça peut se discuter, on peut rester ouvert à ça, mais il faut être conscient de ces travers. Donc il y a une partie système à mon sens de recherche sur la manière dont c'est organisé, et après il y a la science en elle-même, le savoir et les choses qui là ne se discutent pas en termes de système, qui là sont des faits. Ouais, disons qu'il faut savoir faire la différence entre, et ça on revient toujours dessus, la science et les scientifiques. Les scientifiques, et pas seulement les scientifiques, les éditeurs, les personnes qui même vont aller acheter les journaux scientifiques, les différentes publications. Ce n'est pas la même chose. La production du savoir scientifique, si c'est un objet collectif, c'est justement pour essayer d'aller à l'encontre, de lutter contre les différents biais de ce type-là. Et oui, il y a énormément de problèmes, comme tu l'as soulevé, sur notamment la publication scientifique. La publication scientifique, la manière dont c'est fait, c'est une catastrophe. Il y a énormément de problèmes. Et il faut aller vers une open science. Il y a des trucs, par exemple, le fait qu'une expérience scientifique qui ne fonctionne pas 9 fois sur 10, elle ne va pas être éditée parce qu'elle n'est pas intéressante pour les éditeurs. C'est catastrophique parce que ça fait qu'il y a cette espèce d'objet théorique avec lequel les scientifiques rigolent un petit peu. C'est potentiellement une expérience qui a été faite par quasiment tous les labos du monde, qui ne fonctionne pas. Mais comme ça n'a jamais été édité, les autres ne savent pas qu'elle ne marche pas et tout le monde la refait. Ouais. Ce temps de péril. Alors ça, c'est un objet théorique, évidemment. Et j'aimerais bien rebondir, si je me permets de te couper à ce moment-là pour te dire un truc essentiel à mon sens, pour placer une petite chose. C'est pour le bien-être animal également que c'est très important, ça. Parce que y a des expériences qui sont refaites sur des animaux, où on est tout le temps en train de prendre des animaux et les sacrifier, les tuer. On parle de sacrifier en sens, on utilise le mot sacrifier. C'est drôle comme terme. Enfin, je trouve ça curieux. Mais en tout cas, on va tuer des tas d'animaux pour faire des expériences qui ne servent strictement à rien. Parce qu'on les a déjà faites des milliers de fois, mais que ça n'a jamais été publié. Donc il y a des propositions qui existent au Canada, je crois que ça a été fait, il y a le CN3R qui propose ça, qui propose de créer une agence qui va recenser ce qui n'a pas marché, et informer les laboratoires et essayer de recenser aussi les expériences ratées ou les échecs
pour qu'on arrive à réduire la consommation, comme on dit. Enfin, je déteste ce mot de Bien sûr. Parce que du d'animaux coup, et c'est un de biais de publication ou de laboratoire. non-publication qui a un impact réel sur des vies. Donc, Tout à fait, parce qu'en fait, on ne va citer que ce qui marche. Ce qui est important dans notre système, dans notre organisation scientifique, c'est là que le mot système prend tout son sens, il est intéressant d'être cité, il faut être cité. Il faut que notre travail soit cité par d'autres personnes. Et personne ne va citer ce qui marche pas. Je vais pas écrire un gros texte en disant ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, et passer 3 jours à tout écrire. Non, je vais prendre ce qui marche et faire une petite liste. Si, Et donc si- du coup, personne ne publie ce qui marche pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Vlad, si les gens veulent se renseigner là-dessus, ils peuvent chercher sur Internet ce qu'on appelle l'indice H Hmm. euh, pour voir un petit peu tout ce qui concerne Oui. les citations et à quel ce point que c'est Raoult élargi. nommait improprement le H-factor. Je vous renvoie à mon entretien avec Loni Besançon, justement, sur ma chaîne à ce sujet. Hmm. Alors, toujours dans la définition, qu'est-ce que le consensus scientifique? Comment peut-on le remettre en question? Établit-il une vérité légale qui doit s'imposer à tous par le truchement des politiques? Il y a beaucoup de questions en une seule. Je sais, désolé. Qu'est-ce que le consensus scientifique? Déjà, c'est de manière générale la plus haute, ce qu'on a de plus proche de ce qu'on peut considérer comme la vérité à un instant T. Le consensus scientifique, c'est l'avis de tous les experts d'une question sur cette même question. Basiquement, on peut le résumer comme ça, je pense. C'est au-dessus des Je pense que méta-analyses, donc... Le mot consensus signifie on est d'accord en quelque sorte. Et donc Ouais. je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans un consensus, il n'y a pas nécessairement une affirmation à 100%. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, on peut dire on est d'accord sur ce fait-là et ce fait-là, et sur ça on a un doute. Ça pourrait être ça et ça pourrait être ça. Un consensus, ça se décline souvent comme ça. C'est-à-dire que ça va se décliner dans un ensemble de choses possibles, probables, etc. Et puis de choses qui sont rejetées parce que ça fait longtemps qu'on a vu que ça marche nulle part et que personne ne dit ça. Donc il y a le consensus s'établit plutôt comme ça en disant bon voilà tout ce qui est possible et voilà ce qui est farfelu. Et dans un consensus, ce qui est important, c'est de trier finalement ce qui est mensonger, truqué. Il y a des chercheurs qui truquent leurs résultats pour pouvoir publier, etc. Donc je pense que pour l'établissement du consensus, c'est très important de sortir ce qui est mensonger et ce qui est faux. Alors, Ouais. petite parenthèse, ça existe certes, mais ça reste quand même rarissime parce qu'un chercheur qui est pris en flagrant délit de manipulation de ses expériences, de manipulation de ses résultats, en général, ça se passe très mal pour lui par la suite. Si on parlait de l'affaire Voynet et Perroche, c'est pas tout à fait le cas. Je pense que c'est intéressant de regarder les affaires de fraude scientifique. Ah, mais- Notre ministre de la Recherche a une publication rétractée, elle reste ministre. Le ministre chilien a une publication rétractée très récemment. Enfin, il y a plein de problèmes en termes de publication scientifique qui risquent de nuire au consensus, mais c'est un peu... c'est marginal, entre guillemets, par rapport